Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 2 juillet et la une de votre journal, le jour tant attendu par près de 750 000 élèves et leurs parents est enfin arrivé. Les résultats du baccalauréat sur l'île aux parfums ont été affichés devant les lycées mahorais. Pour chacun des candidats, du suspense, de la joie et parfois des larmes. Au total, seuls 42,2% des candidats au bac ont été déclarés admis au premier groupe. 28,6% sont quant à eux appelés au rattrapage. Paul Arthur Avit est parti ce matin au lycée Younoussa Bamana pour prendre la température. Reportage. La tension était grande ce matin pour les 900 élèves de terminale du lycée Younoussa Bamana. À 8 h, les résultats des épreuves du baccalauréat ont été affichés. Pour ceux qui l'ont eu directement, la joie est palpable. C'est super, mention très bien pour un bac S du coup, et super content. J'ai eu mon bac avec mention, c'était stressant mais ça va. Un stress partagé par d'autres élèves. Il y en avait quand même un peu, même si je savais que j'allais l'avoir, j'en avais un peu quand même, mais je savais que j'allais l'avoir et du coup avoir la mention très bien, c'est super quoi. Après le stress, vient le moment de l'annoncer aux familles. Ouais c'est bon, j'ai eu mention très bien. J'ai eu mention très bien. Merci. De la joie, mais aussi de la tristesse pour ceux qui ont échoué. Dans les classes, remise de relevés de notes, les élèves en rattrapage sont épaulés par leurs professeurs. Notre rôle, c'est de conseiller les élèves, c'est-à-dire ils vont choisir 2 matières, on va regarder si c'est cohérent par rapport aux points qui leur manquent. C'est-à-dire un élève qui a 9 en maths et qui choisit maths, on va peut-être lui dire de choisir une note, il a eu 2 ou 3. Un rattrapage de points qui doit prioriser les notes les plus basses pour en rattraper le plus possible. Certains sont confiants pour la suite. On est là pour récupérer l'effet de rattrapage et je ne suis pas stressée, pas du tout. Et j'espère au moins que je vais l'avoir cette fois-ci. Un nombre de rattrapage assez élevé, environ 35% des 900 élèves ont eu leur bac directement. Et les salariés de l'association Msanda sont en grève depuis hier matin. Ils réclament notamment plus de dialogue social avec la direction et leur président. Sur la devanture des locaux de l'association, plusieurs pancartes rappellent les motivations de cette mobilisation. D'abord, les aides à domicile déplorent la baisse de leur salaire. Par ailleurs, le retour de la prime d'aide aux frais de transport est exigé. En janvier dernier déjà, un préavis de grève avait été déposé. Depuis, les choses n'ont semble-t-il pas évolué. Écoutons le secrétaire départemental de la CFDT lors de la matinale de Kwesi. Nous avons des contrats qui ont été changés par la direction et je ne sais pas pour quelle raison. C'est des contrats précaires? Oui, tout à fait. Bien sûr, ils vont tout faire pour désavantager au profit des dirigeants. Moi, c'est par rapport à ça que je me suis vraiment insurgé parce que je trouve que c'est des gens qui travaillent dans une situation de précarité. Ouais. Il ne faudrait pas alourdir encore leur situation telle que la façon dont elle se trouve en difficulté tous les jours et qu'on vienne aggraver encore cette situation et de faire comme si de rien n'était. Non, je ne suis pas d'accord. Air Austral subissait le 3 juin dernier l'immobilisation d'un de ses 2 Boeing 787-8, un handicap important à la veille du lancement de son programme haute saison. La compagnie compte cependant maintenir la fréquence de vol initialement programmée, à savoir 7 vols par semaine, soit un vol quotidien à destination et au départ de Mayotte. Alors quelles sont les ressources auxquelles la direction de la compagnie a-t-elle dû avoir recours? À quelles modifications les passagers impactés doivent-ils s'attendre? Marion Tellier est actuellement sur l'île Bourbon pour tenter de répondre à ces questions. Reportage. La direction d'Air Austral annonçait en avril dernier la mise en opération de son programme d'été, la liaison quotidienne Dzaoudzi-Paris, réalisée par ses 2 Boeing 787-8, appareils dédiés à la desserte de Mayotte et aux spécificités de sa piste d'atterrissage. Un début de haute saison qui, à quelques jours de son ouverture, samedi 15 juin dernier, s'avère compromis par l'immobilisation d'un des appareils. En cause, l'identification d'un problème d'ailettes sur les moteurs Rolls-Royce, une anomalie constatée au niveau mondial. Une difficulté à laquelle la compagnie a dû réagir en identifiant des appareils disponibles et compatibles sur le marché. Nous avons trouvé 2 compagnies aériennes, une compagnie française Aigle Azur, une compagnie espagnole Vamos, qui ont besoin d'environ, je dirais, 3 semaines à peu près, 3 à 4 semaines,
pour se mettre à niveau et pouvoir obtenir l'autorisation de l'aviation civile française d'atterrir et de décoller à Dzaoudzi. Avec sa capacité de transport de 287 passagers, l'Airbus A330-200 de la compagnie française Aigle Azur commençait ses opérations le 29 juin avec sa première liaison Paris-Mayotte. L'A330-200 de la compagnie espagnole et ses 266 sièges permettra quant à lui de poursuivre les liaisons Paris-Mayotte dès le 4 juillet. Les deux appareils ne seront toutefois pas en capacité d'effectuer ces vols dans les mêmes conditions que ce qui était initialement prévu par la compagnie Air Austral avec ses Boeing 787-8. Nous, ce qu'on sait faire avec nos Boeing 787, par exemple le vol direct Mayotte-Paris, c'est quelque chose que ces compagnies ne peuvent pas réaliser avec leur type d'appareil. Le 330-200 est trop lourd pour décoller à pleine charge de Mayotte et faire le vol direct jusqu'à Paris. Donc, par exemple, il y aura une escale technique systématique pour ces deux compagnies. Ce sera Dar es Salaam pour les vols opérés par Aigle Azur et ce sera probablement Athènes pour les vols opérés par la compagnie Vamos. Et compte tenu de ces spécificités, également en termes de repos équipage et de contraintes réglementaires équipage, on ne peut pas exactement maintenir les horaires et le programme qui était prévu. L'escale systématique des appareils dans le sens Mayotte-Paris impliquera un rallongement d'1 heure sur la durée de vol. Le sens inverse, Paris-Mayotte, ne connaîtra en revanche aucune perturbation. D'autres impacts sont à prendre en compte. Certains passagers devront s'attendre à des modifications d'horaire ou même de date de vol. Nous avons un service qui est un service au Revenue Management qui, une fois que le programme nous donne les prévisions de vol, va s'assurer que ces passagers soient bien transférés sur les vols, qu'on s'assure que les correspondances ne soient pas ratées, etc., etc. Ce travail étant fait, le Revenue Management va passer les fichiers à notre call center, qui va traiter ces fichiers et qui va se charger d'informer les passagers. Le directeur chargé des affaires commerciales insiste en ces circonstances sur l'importance pour le passager de bien renseigner son dossier de réservation, sans omettre numéro de téléphone ou encore email, pour pouvoir être averti et informé de toute modification. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Dadas, producteur d'événementiel. Dadas, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ravi de vous accueillir sur notre plateau. Vous étiez là tout récemment. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos différentes casquettes pour ceux qui ne vous connaissent pas? Nombreux sont ceux à vous connaître, mais certains ne vous connaissent pas. Est-ce que vous nous parlez? Il y a effectivement le côté événementiel, la musique, mais pas que. Vous êtes aussi investi dans de nombreuses associations. C'est vrai. Alors, à l'état civil, c'est Venegda Adama, et communément appelé Dadas. Originaire du Burkina Faso, et je réside depuis 10 ans à Paris. Et depuis 1 an, je suis sur l'océan Indien avec comme pied-à-terre la Réunion. Alors, je suis entrepreneur culturel parce que je fais de la production d'événements, des artistes, je fais aussi de l'édition et organisation de spectacles. Et en dehors de ça, je suis aussi responsable de quelques entreprises qui font de l'animation et du marketing et communication. Et quand on parle du domaine social, je suis le directeur général chargé du développement et porte-parole de la FSCOI, qui est la Fédération Solidarité Communauté Océan Indien, qui travaille sur beaucoup de projets humanitaires, dont le projet CMDL que j'ai initié, qui veut dire Sauvons les enfants malades de la Lune. D'ailleurs, justement, parlons de ce côté associatif et de cette problématique des enfants de la Lune, notamment aux Comores, où ils ne peuvent pas être pris en charge. Vous tentez de les amener vers des territoires qui peuvent les soigner, notamment l'île Maurice. Comment ça se passe, ce grand projet humanitaire? Oui, c'est vrai, ce grand projet humanitaire est très lourd, très lourd à supporter, mais grâce à la solidarité des uns et des autres, on y arrive. Et actuellement, Mohamed et Hassana, depuis mars, sont à l'île Maurice. Maintenant, ils ont quitté l'hôpital. Ils visitent un peu Maurice en attendant d'avoir de la place pour revenir en juin. Il y a Dayan qui a été évacué sur Mayotte après le départ de Mohamed et Hassana, qui aussi va rentrer bientôt.
Voilà, et ces enfants... Justement, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi ne sont-ils pas pris en charge à Mayotte? C'est possible. Oui. Il y a des structures, peut-être peu. Peut-être que les soins ne sont pas aussi performants qu'ils peuvent l'être justement sur l'île Maurice. Pourquoi pas avoir plus d'accord avec la Réunion? Si, l'objectif c'est Mayotte, puisque Mayotte c'est à côté. Le but c'est que vraiment on puisse évacuer tous les enfants ici. Mais le comité des Vassan n'avait pas eu tous les éléments qui lui permettaient de pouvoir donner des avis favorables à Mohamed et Hassana à l'époque. Et donc ça a été très difficile, on a relancé avec le soutien de l'ADSM ici, mais ça n'a pas abouti jusqu'à ce que Maurice donne un accord favorable. Et quand on a tout mis en place maintenant pour faire partie des enfants à Maurice, après Mayotte avait répondu favorable. Mais du coup, comme c'était déjà engagé, on les a fait partir là-bas. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir faire profiter d'Ayane, qui était aussi très souffrant, de pouvoir faire profiter d'Ayane de cette place-là. La difficulté aussi, c'est que souvent, la maladie est trop avancée chez ces enfants. C'est aussi ça la difficulté, avec des complications, parfois des cancers qui se déclarent. Et s'ils ne sont pas pris en charge très tôt, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que ces enfants, il y en a combien à peu près Actuellement, il y a 7. Il y avait 16, il y a 10 qui sont décédés. Quand on devait faire partir Mohamed et Hassana, on a découvert le dernier cas d'un enfant de 1 an et demi. Donc maintenant, il y a 7 qui sont là. Alors, comment ça se passe? La maladie de la Lune étant une maladie incurable à nos jours, elle se manifeste par beaucoup de mycoses, par beaucoup de tumeurs, si les conditions de vie pour ces enfants ne sont pas respectées. Avec un matériel adapté qui coûte très cher, notamment. Qui coûte très cher. Les casques que la DSM nous fournit, ça coûte plus de 1 000 €, près de 1 200 € par casque. Et si les enfants sortent sans ça, ça les expose au soleil, ça les expose à la chaleur, et donc ça provoque beaucoup de tumeurs. Et ces enfants, malheureusement, sont dans des familles très pauvres, sont dans un pays pauvre, où la médecine n'est pas avancée. Ça veut dire que on les envoie pour les soigner, c'est juste pour les soulager. S'ils retournent dans les mêmes conditions, dans 1 an ou dans 2 ans, ça sera la même chose. Dayan, qui est à Mayotte actuellement, était déjà venu. Il s'était fait déjà opérer, mais il est retourné dans les mêmes conditions. Voilà qu'il est là. Et donc la FSCOI est en train de voir pour éradiquer à ça en mettant en place un centre bien équipé, comme la DSM. Et donc nous souhaitons... Directement aux Comores? Directement aux Comores, à Anjouan. Donc c'est vrai que pour avoir un terrain, construire et tout, ça prend du temps. On est en train de voir comment, avec les bonnes volontés et la chaîne de solidarité, comment déjà louer un local pour tout de suite, et d'ici la rentrée prochaine, pouvoir héberger ces enfants-là et puis les permettre de rester dans de bonnes conditions pour aller à l'école et faire des sensibilisations, même pour équiper leur salle de classe. Alors l'objectif aussi de cette fédération, c'est, comme son nom l'indique, de fédérer, de rapprocher finalement ces peuples de l'océan Indien dans un contexte géopolitique qui est parfois compliqué. Très compliqué. Mais par contre, effectivement, on le sent, il y a des liens. On va en parler tout à l'heure avec Djibouti notamment, avec l'Afrique de l'Est, avec tous ces territoires, que ce soit le canal du Mozambique ou même l'océan Indien, cette région en tout cas de l'océan Indien. C'est ça l'objectif de la fédération. C'est vraiment de rapprocher les uns et les autres, de plutôt accentuer sur les similitudes plutôt que sur les différences. Voilà, permettre aux différentes communautés de se côtoyer, de s'accepter et de se comprendre. Et de se connaître aussi. Et de se connaître. Et l'échange culturel. Et dans chaque pays, l'océan Indien est très riche sur le plan culturel, sur le plan communautaire. Mais des fois, les gens ils sont un peu distants et ils n'arrivent pas à s'accepter. Et le travail de la FSCOI aujourd'hui, c'est de briser ces barrières-là en créant cette chaîne de solidarité communautaire. Parlons de musique maintenant et parlons justement de votre rôle de producteur d'événementiel. Alors actuellement, il y a Wawa qui est en tournée sur le territoire, il revient tous les ans. Parlez-nous de cette tournée encore assez extraordinaire parce qu'à chaque fois que Wawa se produit, c'est un concert assez particulier. Comme je l'ai dit, c'est le Michael Jackson du moment. C'est dommage qu'il ne soit pas pour le moment connu sur le plan international, mais je suis en train de travailler pour ça, d'où la collaboration avec ce groupe. Je suis en train de les suivre d'ailleurs pour savoir comment trouver les clés pour pouvoir exporter sa musique au-delà des frontières de l'océan Indien. Alors, Wawa, comme à l'accoutumée, chaque année, il fait sa tournée Mayotte. Wawa, sans la tournée Mayotte, c'est pas une saison réussie. Et la saison a très bien commencé depuis la semaine passée à Chiconi, la semaine surpassée d'ailleurs, où il y a eu près de 3000 personnes. La semaine passée, il a encore fait du succès, et même le samedi passé.
à Océan Bambou, il y avait près de 1000, 2000, 1500 personnes. C'était un jour où il y avait beaucoup d'événements. Donc, ça veut dire que c'est un phénomène. Et il n'est jamais fatigué, infatigable. Même quand ça ne va pas, dès qu'il monte sur la scène, c'est fini. Il n'est pas radin, il sert bien son public et ça continue. Demain, il devait jouer à Msapéré. D'ailleurs, on demande des excuses à toute la population de Msapéré. Le spectacle a été tout simplement décalé. Nous avons reporté à une autre date pour pouvoir permettre au maximum de personnes de Mstapéré de pouvoir profiter aussi de Wawa comme toutes les autres communes. Et ce week-end, c'est à Koropa Piscine. Donc tout le monde est invité. Et bientôt, la surprise pour le 27 sera dévoilée. Et parce que beaucoup de personnes attendent ça. Et donc, on est en train de travailler, tout est fin prêt et nous allons dévoiler les secrets bientôt. Donc, il faut que les gens restent connectés sur la page de l'artiste. Il y a un autre secret aussi que vous pouvez peut-être révéler ce soir, c'est l'arrivée prochaine d'un artiste qui fait un carton à Mayotte, voilà. Avec une musique que tout le monde connaît. Est-ce que vous pouvez nous en parler ce soir? Oui, alors, juste après la tournée de Wawa, nous organisons ce qu'on appelle la tournée Collé Océan Indien 2019 avec le phénomène Collé la Petite, Franco, l'artiste camerounais qui va faire déjà son premier spectacle au festival Soumaoro pour soutenir son confrère Wawa. Et c'est là que, à Madagascar, à Nosibé, et c'est là qu'il y a des collaborations qui vont commencer de l'océan Indien avec l'Afrique. Et après ça, il va enchaîner sur la Réunion. Et après la Réunion, il vient ici pour le long week-end de la semaine du 12 août. Il sera là. Et du 13 août. On pourrait avoir Wawa et Franco sur scène ensemble? Bien sûr, bien sûr. Et même pourquoi pas une collaboration musicale. Donc on est en train de voir tout ça puisque Franco, il va faire plus d'1 mois sur l'océan Indien. Et à Mayotte, il va faire un long week-end du 13 jusqu'au 18 août. Et donc on espère pouvoir le faire jouer au moins 3 fois, 2 fois sur Grande Terre et 1 fois sur Petite Terre. Donc nous demandons à tout le monde d'être prêt parce que le phénomène arrive. Beaucoup nous l'ont demandé depuis des années. Ben, cette année, c'est le bonus. Il sera là. Eh bien, on sera là aussi. Merci beaucoup, Dadas, d'avoir accepté notre invitation et de toujours répondre présent. Merci. Kwezid, c'est la famille et c'est toujours le plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Un nouveau drame de l'immigration, les craintes face à la fièvre afteuse ou encore la convention entre l'aéroport et le SDIS 976. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 2 juillet. Un nouveau drame de l'immigration clandestine s'est déroulé hier matin sur la plage de Moya en Petite Terre. L'un des gardiens de la plage a découvert le corps d'un petit garçon âgé d'environ 7 ans, mort noyé. Pour l'heure, il est impossible de savoir s'il était accompagné à bord du bateau, ni même le nombre de personnes qui étaient avec lui. Les gendarmes arrivés sur place ont trouvé le kwassa enfoui dans la mangrove, la coque déchirée, contenant quelques vêtements, des téléphones portables et des pièces d'identité malgaches. Mais cela ne veut pas dire que cette embarcation venait de Madagascar, indiquait le général Leclerc, le chef de la gendarmerie de Mayotte. En effet, les bateaux venant de Madagascar sont plus grands. L'hélicoptère de la gendarmerie a tourné dans le ciel au large, mais n'a trouvé aucun corps. Des recherches à terre ont également été menées au cas où quelques passagers survivants se seraient enfuis en touchant la rive. À noter encore qu'hier matin, 2 autres kwassas ont pu être interceptés avec 35 passagers à bord. Au mois d'avril dernier, France Mayotte Matin faisait état de la découverte de foyers de fièvre afteuse à Moélie. Depuis, ce sont plus de 150 cas qui ont été détectés. La forme de virus qui touche les Comores est classique, donc le vaccin est disponible. La France en fait acheminer en ce moment même. Il faut dire que lorsqu'un animal est diagnostiqué, les protocoles internationaux imposent l'abattage de tout l'élevage, tant les risques de propagation sont élevés. Ce week-end à Mayotte, un kwassa a été aperçu par des habitants alors qu'il était en train de bitcher avec à son bord un zébu. Le risque d'importation de la maladie est pris très au sérieux par les autorités de la DAF et de la préfecture. Un vétérinaire spécialisé est ainsi attendu à Mayotte cette semaine pour anticiper sur les mesures de prévention à mettre au point afin que la maladie ne se développe pas sur notre île. En effet, la circulation des personnes entre les îles et la volatilité du virus rendent la propagation de la maladie possible. Depuis hier matin, une partie des sapeurs-pompiers du département sont en grève illimitée. Dans l'ensemble des casernes de l'île, y compris à l'aéroport du département, seul un service minimum est assuré.
Néanmoins, une autre situation inquiète les soldats du feu. Le 17 juin dernier, Gérard Mayer, le président de l'aéroport de Mayotte, a écrit à la présidente du SDIS, Mouanecha Soumaïla. L'objet concerne la résiliation à titre conservatoire de la convention de mise à disposition de sapeurs-pompiers professionnels entre le SDIS et EDIS Aéroport Mayotte. Si aucun accord n'est trouvé, la résiliation sera effective au 31 décembre 2019. Gérard Mayer a expliqué que compte tenu des besoins importants liés au développement de l'aéroport, il convient de reconsidérer cette convention. De leur côté, des membres de l'intersyndicale soupçonnent la société EDIS de vouloir faire appel à des sapeurs-pompiers bénévoles de droit privé qu'il serait, je cite, plus simple de contrôler. De quoi jeter de l'huile sur le feu à l'heure où les pompiers menacent de boycotter le défilé du 14 juillet. Parlons de coopération régionale. Pour clore cette édition, le Conseil départemental de Mayotte accueille plusieurs jours durant une délégation des régions de Tadjoura et Ali Sabié à Djibouti dans le cadre d'une mission de visite. Demain, une conférence débat intitulée « Enjeux et perspectives de la coopération Mayotte-Djibouti » est prévue dans l'hémicycle Younoussa Bamana. L'occasion de renforcer la connaissance du territoire djiboutien, colonie française durant plus de 120 ans. Au montage, Leslie Vimenet. La venue d'une délégation djiboutienne à Mayotte fait suite à une mission de prospection menée par une délégation du Conseil départemental de Mayotte dans les régions de Tadjoura et Ali Sabié. En octobre 2018, le CD avait délibéré sur l'avenir de la coopération régionale qui comprend un volet sur la connaissance des autres territoires de la région. La coopération décentralisée, qu'on appelle, elle a toutes les formes. Oui. C'est souvent, ça a commencé par des visites, oui. Certainement, de déjà connaître. Et Mayotte, pour nous, c'est important, ouais. On ne le connaissait pas, ouais. Et ça va se poursuivre aussi avec l'interchange de nos jeunes. Bien sûr. Et le culturel, ouais. L'échange culturel. Et tout ce qui est développement culturel et social, c'est ce que je prévois dans cette coopération décentralisée. La population mahoraise est pratiquement pareille. Donc on se reconnaît, ouais. On se reconnaît. Et aussi à la langue française qui nous lie. Et Tadjoura aussi, et même Djibouti, est à 99% musulmans. Ce qui est pareil pour Exactement. Mayotte. Bien Donc sûr. Je pense que c'est le même peuple. Djibouti a connu 120 ans de colonisation française. Les deux territoires souhaitent aujourd'hui se rapprocher pour amorcer une dynamique de coopération et de connaissances mutuelles. Nous sommes le seul territoire français et européen dans cette zone de canal de Mozambique. Nous avons ici une stabilité, nous avons ici une monnaie d'échange, nous avons une sécurité ici à Mayotte. Et c'est ce que nous vendons aux autres. On a la question du changement climatique, on a la question de déforestation, on a la question de la jeunesse, on a énormément, notamment on a la question du port. Nous avons ici un port à vocation de devenir un port d'éclatement régional. Bien sûr. Et donc, en ayant cette intelligence de travail avec nos homologues djiboutiens, on pourrait envisager cette liaison interport entre Mayotte et ça, c'est des pistes. Si les intentions semblent bonnes, une question se pose néanmoins. Djibouti reconnaît-elle le statut du 101e département de France ? Bon, vous savez, moi je suis dans l'accord de coopération entre collectivités. Oui. Donc chaque collectivité a ses limites du pouvoir. Oui. Donc c'est un sujet sur lequel moi je ne répondrai pas. La reconnaissance c'est entre État et État. Et là c'est un travail entre collectivités locales. Pour l'instant, j'ai pris mon visa au consulat français. Oui. Donc je suis venu avec un visa français. Cette rencontre Mayotte-Djibouti doit permettre d'approfondir les possibilités de coopération sur le long terme et d'aller vers la signature d'une convention cadre. Les deux territoires espèrent ainsi débuter la coopération dès le début de l'année 2020. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.